Ça fait déjà plusieurs mois que l'immobilier est dans de très grandes difficultés. Mais là, les difficultés ont encore passé un cap, au point que la BCE est en train de mettre un plan d'urgence pour prévoir un krach immobilier en Europe. Alors tout ça, je l'ai vu notamment avec un article que Étienne Henry a écrit dans les publications Agora. Étienne Henry, bonjour, vous êtes rédacteur en chef dans les publications Agora. Je mettrai l'article dans la description de la vidéo pour que les gens puissent aller le voir. Et donc, c'est un article que vous avez écrit parce qu'on voit qu'il y a une certaine catastrophe, c'est pas une certaine catastrophe, mais vraiment des choses extrêmement étranges qui se passent actuellement aux États-Unis et que la BCE prévoit que ça va arriver en Europe et donc elle est en train de se mettre en ordre de bataille. Mais commençons peut-être avec les États-Unis. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce qui s'est passé, notamment avec Blackstone, avec BlackRock, sur lesquels on a eu des mouvements dans l'immobilier, hein, je parle bien d'immobilier, hein, mais qui ont été extrêmement difficiles. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, alors en fait c'est toute la sphère anglo-saxonne qui est la première à subir ce revirement du marché immobilier. Tout simplement, ce qui s'est passé, c'est la même chose qu'à chaque fois qu'on a un bank run, qu'on a une course vers la liquidité, c'est-à-dire que vous avez des gens qui avaient placé de l'argent auprès de grands établissements financiers qui gèrent des milliards, voire des dizaines ou des centaines de milliards pour certains d'entre eux. Et quand vous avez des investisseurs qui veulent récupérer leurs billes et repartir avec leur argent, ça fonctionne pour les premiers. Donc, ils peuvent quitter la scène, ils reprennent leur dollar sonnant et trébuchant. Et puis, au fur et à mesure que ça se diffuse, que l'information se répand et qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent récupérer leurs billes, eh ben, il y a un moment, les gestionnaires de fonds, ils disent stop. Ils disent stop, ils disent désolé, on ne peut pas vous rendre l'argent. On l'a vu avec les bank runs, c'est la Silicon Valley Bank le premier domino qui est tombé dans la sphère financière. Mais il faut savoir que ça se diffuse aussi à l'immobilier. L'immobilier qu'on pense être un marché plus solide, un peu à l'abri des vicissitudes de la finance, mais en fait, pas du tout. Là, ce que les dernières semaines nous montrent, c'est qu'on a une vraie tension sur la liquidité, et quand il y a un besoin de récupérer les fonds, eh ben, ce n'est tout simplement plus possible. Ça, on l'a vu dans la Donc sphère. Oui. pardon, ça c'est des gens en fait qui ont investi sur de la pierre papier, des sortes de SCPI. Je ne sais pas si BlackRock est une SCPI, mais enfin sur de la pierre papier et qui n'arrivent pas à récupérer leur argent de pierre papier, hein. C'est de ça qu'on parle. Exactement, dans les grandes lignes, c'est ça. Ce sont des gens qui pensaient que en titrisant leurs actifs immobiliers, parce que c'est vrai que ce sont des actifs immobiliers, in fine, c'est bien de la Mm. pierre tangible. Alors ça peut être des bureaux, ça peut être des entrepôts, ça peut être des commerces, ça peut être de l'immobilier individuel aussi, de l'immobilier locatif. Tout ceci est mis dans un grand sac qui est une entreprise, un fonds, peu importe. Ça peut être les SCPI en France, on en parlera tout à l'heure. La France n'est pas du tout à l'abri de ça. Mais toujours est-il que là, on parlait de pierre papier qui était censé être liquide. Donc les gérants de fonds disaient, bah voilà, si vous voulez récupérer votre argent, vous pourrez. Alors pas forcément du jour au lendemain, mais il y aura peut-être quelques jours ou quelques semaines d'attente, mais en tout cas, on vous remboursera. Ça, c'est le principe de la titrisation, c'est censé être plus liquide. Et en fait, c'est cette confrontation avec la réalité qui ne fonctionne plus. C'est-à-dire que l'immobilier papier qui est censé être liquide ne l'est pas. En pratique, comment ça s'est traduit? Eh ben, dès le mois de octobre-novembre 2022, donc ça commence à faire 6 mois, il y avait eu des vagues de rachat, en tout cas des demandes de rachat des investisseurs. Les fonds, ils s'étaient retrouvés avec de telles demandes qu'ils avaient dit, bon bah désolé, temporairement, on suspend les retraits, il va falloir attendre un petit peu. Revenez le mois prochain. En gros, c'était ça le message. Alors le vernis de façade qui a été donné, c'était que c'était les investisseurs chinois, je ne sais pas si vous vous souvenez à l'époque, la Chine sortait tout juste du zéro Covid, ils commençaient à avoir leur grande vague d'Omicron, il y avait effectivement des centaines de millions de malades, il y avait un petit peu des problèmes boursiers là-bas, et on disait, bon, bah, ce sont les investisseurs asiatiques qui prennent peur et qui récupèrent leur billes dans le marché immobilier anglo-saxon. Alors laissez-moi vous dire qu'en fait, c'était pas du tout ça la raison, c'est juste la grande crise de liquidité qu'on connaît tous en Europe et aux États-Unis. Les gens cherchaient à récupérer leur argent. Donc, ce qui s'est passé en octobre 2022, puis en novembre 2022, puis en décembre 2022, etc., jusqu'à aujourd'hui, jusqu'en mai 2023, c'est qu'il y a tout simplement plus de demandes de retrait que ce que les gérants d'actifs sont capables de réaliser. C'est pas rien, le différentiel entre l'offre et la demande. Là, sur les dernières semaines, il y a un des plus grands fonds qui a dit qu'il n'avait servi que 15% des demandes qui lui avaient été faites après 3 mois d'attente. C'est pour vous dire. Il y a qu'une D'accord. microscopique fraction des investisseurs immobiliers papier qui arrivent à récupérer leur argent.
La raison, elle est simple, c'est qu'en fait, ces gérants de fonds, ils sont investis, c'est ce qu'on leur demande, ils possèdent des biens immobiliers, et si trop de gens demandent à un instant T de récupérer des liquidités, les petites poches de sécurité qui se préparent pour les temps durs ne suffisent pas, et il faut qu'ils vendent les actifs sur le marché. Et là, on rentre dans le dur, parce qu'on est sur la confrontation acheteur-vendeur sur le marché de l'immobilier réel. Et tout le vernis de financiarisation, il ne sert plus à rien à ce moment-là. D'accord. Et on rentre dans le problème, c'est que ça va aussi contribuer à baisser le prix des actifs immobiliers, parce que si on vend du réel, des vraies maisons, des vrais immeubles, des vrais bureaux, et qu'on doit le vendre en grande quantité, puisque là, il y a quand même beaucoup de gens qui réclament à récupérer leurs fonds, si on le vend en grande quantité, on risque de ne pas trouver d'acheteurs en face, et donc d'avoir une baisse des prix de l'immobilier réel. Encore une fois, là, c'est pour ceux qui n'achètent pas des SCPI, mais qui achètent des vrais appartements ou des vrais commerces, ils vont malgré tout ressentir la chose parce que les prix risquent de baisser très fortement, non? Et oui, tout le monde va ressentir cette baisse. La baisse appelle la baisse en plus, hein, comme on dit. Surtout que l'immobilier papier, donc qui est censé être liquide, il est soumis au coup de tête. Vous savez, on dit souvent que l'immobilier, c'est plus prudent que les actions, notamment parce qu'il y a moins Mmh. d'excès à la hausse comme à la baisse. C'est vrai que pour vendre un bien immobilier ou pour acheter un bien immobilier, ça prend des mois, donc c'est pas 3 clics sur son courtier en ligne pour se libérer de ses positions. Et on voit dans les périodes de crise, comme on l'a eu pour le Covid, comme on l'a eu lors de l'invasion de l'Ukraine, les mouvements boursiers ils peuvent être très brutaux. Et le marché immobilier, quoi qu'on dise, il baisse ou il monte plus lentement que ça. Le problème, donc, ce qu'on disait tout à l'heure, comme in fine, ça doit être de l'immobilier physique qui est vendu, la baisse appelle la baisse, vous avez de plus en plus de gens qui font des demandes de retrait, et c'est pour ça qu'on se retrouve avec un effet boule de neige, et ça c'est déjà bien matérialisé dans la sphère anglo-saxonne, hein, avec des demandes de retrait qui ont explosé en 6 mois. Donc c'est pas seulement que les gens attendent 6 mois pour récupérer leurs fonds, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui font la queue pour récupérer leurs fonds. Et encore une fois, le goulet d'étranglement, c'est l'immobilier physique. Donc, comme vous le disiez très justement, même ceux qui n'ont pas de pierre-papier, même si ceux qui ne voulaient pas spéculer sur l'immobilier, qui voulaient être des propriétaires de bons pères de famille, hein, comme on dit, eh ben, ils vont se retrouver sur un marché où vous avez des fonds qui vendent massivement. Et D'accord. massivement, c'est pas du tout un euphémisme, parce que typiquement en Europe, on parle beaucoup de l'immobilier commercial aujourd'hui. Il y a des estimations qui font état de plus de 40% de l'immobilier commercial qui est sous gestion par des fonds. 40%, c'est le marché, hein. C'est pas quelques pourcentages qui font les baisses qu'on connaît habituellement. C'est la moitié du marché qui potentiellement peut s'effondrer. Et quand on voit les ordres de grandeur de demande de retrait sur les fonds, donc aujourd'hui dans la sphère anglo-saxonne, hein, encore une fois, mais on sait que ça arrive en Europe, les ordres de grandeur sont tels que ça va être des dizaines de pourcents du marché qui vont se retrouver à quelques semaines d'écart mis à la vente. C'est du jamais vu. C'est du niveau des grands cracks boursiers, mais cette fois-ci sur la pierre qui est censée être stable. Mais du coup, alors, la BCE, c'est une des choses qui m'avait le plus intéressé dans votre article. La BCE donc prévoit que ça va venir en Europe et donc elle demande au fond de se préparer à ça en Europe. Donc là, les SCPI, parce que j'entends beaucoup de gens, j'avais encore quelqu'un qui m'avait envoyé un mail aujourd'hui en me demandant est-ce que tu peux faire une vidéo sur les SCPI, etc. Donc ça tombait très bien. Euh, mais, euh, mais donc la BCE demande au SCPI et demande au fonds de se préparer à ce que ça arrive en Europe. Et qu'est-ce qu'elle demande de faire en fait Ouais, quelle est la position de la BCE? c'est exactement ça qui se passe. Et la BCE, alors comme je le disais dans mon dernier papier, et puis je le répète là, elle est à la fois pragmatique mais cynique aussi. Elle dit deux choses hein, aux gérants d'immobilier papier. Elle dit attention, la vague de retrait s'approche à grands pas. Bon, ça, je pense que pour tous ceux qui connaissent un peu le monde de la finance et de l'investissement, ça fait de secret pour personne. Hein. On sait qu'il y a un problème de liquidité. Donc oui, l'immobilier, même si c'est le dernier domino de la chaîne à tomber, il tombera comme les autres. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de tension de liquidité dessus. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce que la BCE appréhende ce mouvement de retrait de liquidité. Donc elle dit deux choses. Elle dit d'une part, préparez-vous, ça arrive, donc faites des poches de liquidité. Donc ça permettra de parer au plus pressé. Mais elle sait aussi que on ne fait pas des poches de liquidité impunément. Donc de toute façon, les demandes de retrait dépasseront la capacité à réaliser les actifs des gérants. Donc ils ne pourront pas tous vendre en gros hein, au rythme de demande des investisseurs. Ouais. Et la BCE prévoit donc de limiter
les retraits, comme le font malgré eux les fonds UK et US depuis 6 mois. Mais là, cette fois-ci, c'est prévu par le législateur européen. Donc si je traduis ça en langage non financier et sans langue de bois politique, ça veut dire que vous avez un jeu de chaises musicales qui va commencer. Il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Tout le monde ne pourra pas récupérer son bien immobilier. Les premiers seront servis. Ça, la BCE demande explicitement aux gérants de fonds de faire de la place pour les premiers. Donc peut-être les investisseurs qui ont le nez creux, qui partent avant que la musique s'arrête. Et pour les autres, ils vont, comme on dit, rester collés à leur investissement, c'est-à-dire qu'on va leur demander d'attendre 6 mois, 1 an, 2 ans, en fait, jusqu'à ce que soit le cycle immobilier reparte à la hausse. Donc ça, on peut attendre un sacré moment. Ou alors, tout simplement, attendre qu'il y ait moins de gens qui sont en besoin de liquidité. Parce que vous savez que là, il y a ce besoin de liquidité qui est dû à la baisse de valeur, notamment des portefeuilles obligataires. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de moins-value. Et puis, la situation économique, elle est ce qu'elle est. Il y a des gens qui sont obligés de piocher dans leur épargne, donc ça veut dire des retraits, des choses comme ça. Il y a des gens qui partent à la retraite, qui ont besoin de fonds. Donc, tout ça, ça fait une espèce de grand mélange de gens qui ont besoin d'argent frais, sonnant et trébuchant. Mais ça se lisse aussi avec le temps. Donc, si vous attendez en général la durée de la crise, donc ça peut être 2, 3, 5 ans, les demandes de liquidité, elles ont été honorées d'une autre manière. Et vous avez aussi la queue qui s'amenuise. Mais c'est là où c'est intéressant de voir quel est le timing. On est au tout début du besoin de liquidité. Là, ça fait 6 mois, ça commence tout juste à arriver en Europe. Ça veut dire qu'on part sur à minima 2, 3, 5 ans de tension sur la liquidité immobilière. Donc mon message aujourd'hui aux investisseurs, c'est faites attention, parce que si vous avez besoin d'argent dans 2, 3, 5 ans et que vous avez un patrimoine immobilier important, attention, qu'il soit papier ou physique, tangible, vous pourrez peut-être pas le vendre dans des bonnes conditions dans les mois qui viennent. C'est ça. S'ils ont besoin, s'ils ont besoin de liquidité, en tout cas la pierre papier, s'ils ont besoin de liquidité, il faut peut-être, enfin s'ils pensent avoir besoin de liquidité dans les 2, 3, 5 ans qui viennent, il faut peut-être retirer l'argent aujourd'hui et pour et puis prévoir pour ceux qui ont des vrais appartements, qui ont des vrais commerces, des vrais bureaux, prévoir qu'on va avoir une baisse qui va venir dans les années qui viennent, une baisse assez forte a priori, et que s'ils peuvent passer le temps, si leur horizon de temps est très très long, y a pas de ils s'en sortiront, mais s'ils ont un horizon de temps court, ça va devenir compliqué pour eux Oui. prochainement. Alors, pour affiner un petit peu le diagnostic, moi je fais pas partie des permabères de l'immobilier qui voient un crack immobilier arriver l'année prochaine depuis 20 ans, pour une raison très simple, c'est qu'en fait, quand on regarde, au-delà de l'immobilier parisien qui est très, très spécifique, si vous allez dans les villes moyennes ou voire grandes en France et que vous regardez l'évolution du prix du mètre carré immobilier comparé à d'autres indicateurs de coût de la vie, de salaire, de retraite, en fait, il y a quand même pas de gros décalage sur les 20 dernières années. C'est vrai que si on regarde en nominal, ça va exploser, mais si on corrige des effets inflationnistes du reste de l'économie, on n'est quand même pas sur des valorisations complètement délirantes. Donc je suis pas convaincu qu'il va y avoir un crack immobilier qui va faire perdre les 3/4 de la valeur au bien, y compris à horizon 2, 3, 5 ans. Qu'est-ce qu'on pourrait voir se matérialiser? Et ça, alors c'est une hypothèse très personnelle, j'ai pas de boule de cristal, mais en tout cas mes modélisations macro me font plutôt pencher vers ça. On pourrait avoir un gel du marché immobilier plutôt qu'une baisse en nominal avec des prix qui s'effondrent. Vous pouvez avoir tout simplement une baisse drastique des transactions. Et c'est un petit peu ça qu'on est en train de voir avec les chiffres des notaires qui sortent, surtout dans le neuf. Là, je voyais il y a quelques jours les chiffres de l'agglomération de Lyon, qui était considéré comme un peu le Paris de province, vous savez, avec une espèce d'exubérance, des quartiers qui se gentrifient, et puis tout le monde devient riche parce que tout le monde a vu son bien exploser de valeur. On n'a pas de crack sur les valeurs des biens, des transactions qui ont lieu là cette année. Ça baisse un peu, mais ça reste très stable. En revanche, il n'y a plus aucune liquidité. Pour se donner un ordre d'idée, l'année dernière, donc 2022, c'était déjà une année de tension sur le marché immobilier. L'immobilier neuf, il avait reculé de 15%. C'était considéré comme une très mauvaise année. 15% de baisse, il n'y a pas de raison. La population française, elle est plus riche que jamais, elle est plus nombreuse que jamais, et on est en pénurie de logement. Donc il n'y a vraiment aucune raison que l'immobilier baisse autant, mais il a baissé de 15% en volume. Et dites-vous que sur Lyon, donc qui est un petit peu le laboratoire de ce qui se passe dans les villes qui sont censées aller bien, la baisse sur le premier trimestre 2023, c'est moins 43% par rapport à 2022, qui était déjà une année de baisse. Ah oui. Il n'y a plus de transactions. Donc, il y a 10 000 manières d'expliquer ça. On peut dire que c'est les acheteurs qui sont trop frileux ou qui n'arrivent pas à avoir leur crédit parce que le taux d'usure serait trop bas. Ça, on peut en parler si ça intéresse nos auditeurs, mais c'est un peu un chiffon rouge qu'on nous agite aujourd'hui.
On peut dire que ce sont les vendeurs qui sont trop gourmands, on peut dire qu'ils manquent de pouvoir d'achat, on peut dire que les gens thésaurisent sur leur livret A. Bon, on peut sortir plein d'explications. Le fait est qu'il n'y a plus de rencontre entre acheteurs et vendeurs. D'ailleurs, on l'a vu il y a quelques jours, l'État a décidé de faire investir la Caisse des dépôts pour racheter des logements par brassée. Hein. On parle de plus de Oui, 17 000 oui, logements qui, pour un coût qui approcherait les 4 milliards d'euros. Donc, c'est pas rien. On retrouve les mécaniques qui avaient eu lieu au cœur du Covid et puis au cœur de la crise des subprimes. L'État se substitue au marché privé et nationalise en quelque sorte le parc immobilier. Ça, c'est un signal fort. Ça veut dire qu'il n'y a plus de conjonction entre l'offre et la demande et que tout simplement, il n'y a plus de terrain d'entente possible sur les acteurs économiques privés. Et ça peut durer longtemps. A contrario, le côté un petit peu positif, c'est que ça veut dire que je suis pas en train de faire peur aujourd'hui aux propriétaires immobiliers en leur disant vous allez tout perdre. C'est peut-être pas ça qui va se passer. Vous allez peut-être garder votre bien. Si vous êtes un mm, propriétaire bailleur et que vous louez avec un loyer indexé, alors plus ou moins sur l'inflation, hein, on sait que le gouvernement il aime bien oui. sur les propriétaires, mais grosso modo, même l'année dernière, vous avez pu augmenter vos loyers de 3,5%. Si vous avez déjà remboursé votre crédit immobilier ou si vous avez emprunté à taux fixe, 3,5% de plus, ça reste 3,5% de plus sur votre rentabilité, donc c'est plutôt bien. Et si vous vous dites que d'ici 2025-2030, on va rester dans un contexte inflationniste, vous pouvez espérer que vos loyers ils vont continuer d'augmenter. Peut-être pas aussi vite que l'inflation, mais ils vont augmenter et vous avez toutes les chances de louer plus cher en 2030 qu'en 2023. Ça peut être Mm. financièrement une bonne affaire. Vous allez pouvoir continuer à gagner de l'argent avec votre immobilier. Mais, et c'est là où il faut quand même bien comprendre le moment charnière dans lequel on est, si vous avez besoin de liquidité avant 2030, vous ne pourrez peut-être pas la récupérer. Oui, c'est la difficulté qu'il va y avoir. Moi, c'est ce qui me faisait penser qu'on irait peut-être vers une baisse importante de l'immobilier, c'est-à-dire que vous avez tous ceux qui sont obligés de vendre parce qu'ils ont hérité, parce qu'ils déménagent, parce qu'ils ont un autre boulot, parce que bref, tous ceux qui sont obligés de vendre, en fait, qui vont être obligés de baisser drastiquement leur prix parce que justement le marché se gèle, Mm. donc ils vont devoir baisser leur prix. Et le risque, c'est que ça entraîne tout le marché en fait en baisse, quoi. C'est un peu Oui, le danger que je voyais, moi. Oui, on peut avoir ça, mais il faut bien comprendre qu'en immobilier, c'est comme en bourse. Si vous avez une hausse très forte ou une baisse très forte sans volume, ce n'est pas extrêmement significatif. Ça veut juste dire qu'à la marge, vous avez plus de vendeurs immobiliers. Et c'est vrai que dans un contexte de vieillissement de la population, on va avoir les gens qui vont en maison de retraite, les héritages. Ça Mm. fait quasiment toujours des ventes forcées. Donc c'est vrai que c'est un flux vendeur qui va aller, démographiquement parlant, en augmentant dans les prochaines années. Ça, on peut pas faire sans. Donc peut-être qu'on peut avoir sur les transactions marginales des prix très bas qui vont se matérialiser de plus en plus souvent, mais ça ne veut pas dire que le marché de l'immobilier s'est effondré en totalité. Ça veut dire qu'il y a un petit filet qui coule du robinet qui fait des transactions pas chères, effectivement. Donc il vaut mieux être du côté des acheteurs que des vendeurs, très clairement. Mais pour les vendeurs, ça ne veut pas dire que le marché est durablement bas, comme on peut l'avoir par exemple au Japon, où on avait un tel déséquilibre entre l'offre et la demande qu'on a un marché qui est au tapis depuis des décennies et on se retrouve avec des logements vides et puis qui ne prendront jamais preneurs, qui vont être abandonnés. En France, on ne va pas vers ça. On a quand même un renouvellement des populations, on a quand même des centres urbains qui sont très demandés avec des secteurs en tension. Donc l'immobilier, à mon sens, n'est pas un piège sur lequel on peut rester collé ad vitam aeternam. C'est plus un problème de liquidité que vraiment de valorisation des actifs. Eh bien, Étienne Henry, je vous remercie. On va finir sur cette note à moitié optimiste quand même, donc c'est pas mal. Si vous avez du temps, vous pouvez garder votre bien immobilier. Oui, il ne perdra pas sur la longue durée de sa valeur, donc ça c'est plutôt bien. Et c'est juste un conseil donc pour ceux qui n'ont pas de temps et qui ont besoin de liquidité, d'essayer de réaliser le plus vite possible pour éviter cette trappe, enfin ce problème de liquidité qu'il va y avoir dans les mois qui viennent. Tout à Donc fait. Étienne Henry, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes donc rédacteur en chef aux publications Agora, que c'était suite à un article dans les publications Agora que je vous ai demandé de venir pour nous expliquer tout ça. Je mets un lien donc vers les publications Agora dans la description de la vidéo. Et puis merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui aident la chaîne et je vous dis à tous à très bientôt.